Je crois que chaque... Vous cherchez des conseils pour réussir, vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie ou croire en vous. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite inspirante de Sean Corey Carter, aka Jay-Z. Alors Jay-Z a grandi dans un quartier très difficile de New York. Il a été élevé, lui et ses frères et sœurs, par une mère célibataire, son père étant parti à l'âge de 11 ans. La mère de Jay-Z raconte qu'il a toujours été passionné par la musique et qu'il restait, lui et ses frères et sœurs, jusqu'à tard, à jouer, à faire des percussions sur la table de la cuisine. Cette passion de Jay-Z pour la musique va pousser sa mère à lui acheter une radiocassette pour pouvoir catalyser sa passion pour la musique. Jay-Z va ensuite se lancer, va participer à des freestyles, va écrire ses propres paroles et commencer à vendre ses propres albums tout seul en fait dans la rue. Il va par la suite créer son propre label, Roc-A-Fella. Il va travailler avec une maison de distribution pour pouvoir publier son premier album. L'album qui va le faire exploser et connaître, c'est l'album donc volume 2, Hard Knock Life, avec le titre éponyme. Et donc là, du coup, ça va juste lancer sa carrière et tout simplement le parcours d'un artiste monstre. Alors Jay-Z, c'est clairement aujourd'hui un des artistes les plus influents du hip-hop. C'est pas que ça, c'est un entrepreneur. Il a créé sa maison de production, sa ligne de vêtements. Il est sur plein de terrains en même temps. Et je pense que réellement, on a beaucoup à découvrir de cet artiste qui est aussi un très gros entrepreneur. Alors je vous laisse découvrir les conseils pour réussir de Jay-Z et je vous retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. J'avais ce vaste rêve d'être millionnaire, mais j'avais presque 30 ans et en réalité j'avais calculé que cette réussite comprendrait plein d'aspects différents et je n'avais pas d'idée et pas de plan de la manière dont j'allais atteindre cet objectif, autrement que par cette infime chance de devenir un joueur de basket, ce qui était quasi improbable. Parce que je n'avais jamais joué dans un club de sport et n'avais candidaté dans aucune équipe. Du coup, cette opportunité était vraiment limitée. Quant au rap, ce n'est pas comme c'est aujourd'hui. Mon cercle proche d'amis racontait ses histoires, écrivait de courtes histoires, et c'était juste un passe-temps pour nous. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Sugar Hill dans Soul Train. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était genre choquant pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont à la télé pour faire ça? Ma mère m'a acheté ma première radiocassette et l'amie de ma mère m'a acheté mon premier carnet. Ça ressemblait un peu à un cahier en papier fait maison sans ligne. C'était un cahier vert avec ces petits stylos que vous posez de chaque côté. Puis j'ai commencé à faire de la musique et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je puisais dans une émotion et je savais qu'il y avait un certain nombre de personnes à travers le pays à qui je pouvais parler directement. Mais je n'avais pas le véhicule pour arriver jusqu'à eux. Je n'avais pas encore de label à cette période. Alors j'ai essayé d'obtenir un contrat d'enregistrement et je n'arrivais pas à obtenir un contrat d'enregistrement. La maison de disques aurait été mon pont vers cette audience, mais ils ne m'ont pas permis d'accéder à ce pont. Ce fut une étape très importante de ma carrière, mais nous n'avons pas abandonné à ce moment-là. Cette croyance en moi et dans le fait que j'avais quelque chose à offrir. Du coup, nous avons construit notre propre pont et j'ai commencé ma propre maison de disques. Vous savez, vous êtes doué dans tellement de domaines. Une des choses que je pense que très peu de gens ne savent pas que vous êtes, et dans lequel vous êtes bon, c'est que vous êtes aussi un agent sportif. Vous avez décidé non seulement de changer le game de la musique, mais vous avez aussi vu des athlètes être exploités, et vous représentez maintenant des athlètes à Roc Nation. Mais j'ai une question pour vous. Colin Kaepernick. Vous savez, je veux dire, il représente maintenant, je pense, un héros américain. Il se bat pour les droits civils, pour la réforme de la police. Il défend le premier amendement, mais c'est une légende. Il se classe au rang de Mohamed Ali. Mais il a perdu son travail. Si vous étiez son agent sportif, Jay-Z est l'agent sportif de Colin Kaepernick, et qu'avant que tout cela se produise, il venait vous voir et vous dirait « je veux faire ça ». Vous lui diriez quoi? Fais-le, ne le fais pas. Qu'auriez-vous conseillé à cet homme? Oh, fais-le à 100%. Je veux dire, regardez combien de personnes jouent au football. Elles n'auraient pas toutes fait ce qu'il a fait. Enfin, il vient d'élever son nom au rang de Mohamed Ali. Préfériez-vous jouer au football et avoir une tête qui se cogne dans tous les sens, ou préfériez-vous être une icône pour le reste de votre vie? Un travail. Je pense encore une fois que nous confondons l'idée d'avoir un emploi avec l'idée d'atteindre notre mission de vie, notre voie. Ouais. On se croirait à l'église. Et quand on fait Revenons à vos débuts. Vous avez appris le business de la musique parce que vous
Nous y avons été contraints. Nous y avons été contraints au début. J'aimerais pouvoir vous dire que nous étions des génies et vous dire que nous avons créé directement notre propre entreprise. Et vous savez, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous savez, au début, nous avons été voir chaque label et chaque label nous a fermé la porte au nez. Mais l'idée de génie que nous avons eue, c'est que nous n'avons pas abandonné. Nous ne nous sommes pas dit que nous allions laisser tomber à cause de ces gars. Nous avons utilisé ça. C'est quoi encore le nom de cette approche? Et nous n'avons pas abandonné à ce stade. Je pense que c'est la chose la plus intelligente que nous avons faite. Nous avons commencé à vendre nos propres CD et faire notre propre buzz. Et c'est à ce moment-là que les maisons de disques sont revenues vers nous. Mais à ce moment-là, nous avions un pouvoir de négociation différent. Vous savez, ce n'était plus le même rapport, maison de disques et artistes. Maintenant, nous conservions la propriété de notre propre entreprise et c'était tout à notre avantage. Les gens sont critiques quand tu dis que tu es inspiré par Basquiat ou encore John Michel. Certains sont offensés par ce type de déclaration quand tu mets à la même échelle ton talent artistique à ceux d'artistes ou d'artistes peintres. Quel est le message que tu veux faire passer? Il n'y a pas de différence, tu sais, il n'y a pas de différence. Shakespeare est un homme qui écrivait de la poésie, je suis un homme qui écrit de la poésie. Je veux dire, pourquoi ne pas se comparer aux meilleurs? C'est le seul moyen de... Qu'est-ce que je suis censée faire? Être le deuxième meilleur? Je ne fais pas tout ça. Je ne fais pas tout ça, tu sais, pour ça. Et tu sais, si d'autres sont cool avec le fait de faire du surplace ou de ne pas se mettre en lumière, alors c'est encore leur choix, leur préférence personnelle. Si vous ne voulez pas être dans la lumière, c'est bien. Je ne vais pas être en colère contre vous. Je n'ai pas d'opinion sur ce que vous allez faire. Et si vous voulez être le deuxième meilleur, c'est cool pour vous. Alors n'ayez pas d'opinion sur moi quand je veux être John Michel ou Shakespeare. Vous savez, les gens doivent se rendre compte que j'ai mis une grande partie de ma vie dans tout ça. Ce que je fais maintenant, je le fais, mais je n'ai pas juste fait un hit et eu de la chance. J'ai sacrifié ma vie et les résultats qui en découlent ne sont pas dus, tu sais, à des fanfaronnades ou à de l'arrogance. C'est seulement que j'ai confiance en moi uniquement grâce au travail que j'y ai consacré. J'ai tellement charbonné dessus et je revendique cet art. Je pense encore une fois que ça revient un peu à ce que disait aussi Warren, c'est une question de discipline. Et si j'ai la discipline et que ça tombe au moment opportun, la musique c'est un peu comme des actions. Il y a des effets de mode du moment, il y a le son électro du moment, ou la période avec les voix autotunées, ou le truc du moment, qu'importe ce que c'est. C'est nouveau et excitant. Et les gens ont tendance à prendre des décisions basées sur le coup de l'émotion. Ils ne sont pas toujours raccord avec eux-mêmes. En assumant voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Ils sautent sur le prochain effet de mode, alors que, vous savez, ils savent que ce n'est pas eux. J'ai juste fait preuve, moi, de discipline et eu confiance en qui je suis. Et si je vais en studio et que je trouve ma vérité du moment, il y a un certain nombre de personnes dans le monde que je peux associer à ce que je dis. Ils vont adhérer à ce que je fais. C'est pas parce que c'est le truc du tout nouveau du moment, mais parce que ce sont mes vraies émotions, c'est ce que je ressens, c'est ma vision du monde et c'est simplement une question de discipline. Pour tout simplement être vous-même. J'ai beaucoup plus appris de l'échec que de la réussite. Cela peut être paralysant d'échouer aussi, d'avoir peur de l'échec. Mon premier échec, ce fut sans doute avec l'album Reasonable Doubt, qui dans un petit cercle était considéré comme l'album, comme un classique, l'album d'une génération et la voix de personnes qui traversaient des situations identiques à la mienne. Mais je n'en ai pas vendu d'énormes quantités à travers le monde. En réalité, il était encore très niché. Et pour mon second album, à cause de Reasonable Doubt et de son manque de succès commercial, j'ai tenté de faire un album plus impactant, qui serait plus populaire. Ce fut un échec cuisant. Courir après le succès a vraiment fait le projet capoter et donner un mauvais ton. Ce fut une énorme leçon pour moi. Si je voulais réussir, je devais réussir en étant moi-même. Je ne pourrais pas réussir en faisant ce que faisaient les autres. Je devais faire ce en quoi je croyais, ce qui était vrai pour moi et me correspondait. Parce que la pire des choses à faire est de réussir en étant un autre. Et c'est une chose très difficile à vivre au quotidien. Et je trouve ça super épuisant. Je me sens désolée pour quelqu'un qui doit aller au travail tous les jours en n'étant pas en accord avec lui-même. Quand vous faites cet art et que vous faites quelque chose auquel les gens connectent, et qu'importe ce que vous faites, ce n'est pas vous.
Vous ne pouvez pas être heureux de ce que vous faites. Mais ça marche. Juste maintenir ce niveau de succès doit être très éprouvant et vous voue à une triste existence. Car à un moment donné, vous devez rentrer chez vous. Et quand toutes les lumières sont éteintes et que vous devez vous regarder dans le miroir et vous regarder en face et dire « Mec, j'aime la personne que je suis » ou « Je ne suis pas très heureuse avec la personne que je suis ». Pour mon 3e album, j'ai combiné l'échec de ce disque pop et la véritable et vraie musique que je voulais faire. Et j'ai mélangé ces deux expériences ensemble et j'ai fait une chanson qui s'appelle Art Not Life. Et c'est à cet album que j'ai su que je pouvais réussir. Vous pouvez avoir du succès. Nous avons vu ce scénario un million de fois. Mais maintenir ce succès, c'est autre chose. Ce sentiment de réussite est traître. Vous réussissez en faisant une chose et vous vous dites « Je veux rester au top. Je ne veux pas bouger. Je ne veux pas prendre de risque de faire autre chose vu que ça fonctionne. » Je ne sais pas comment les gens apprennent de la réussite. Je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Tout d'abord, je suis en permanence curieux et j'essaie toujours d'évoluer en tant qu'être humain, que ce soit sur des sujets que j'essaie d'apprendre moi-même, mais aussi apprendre de mes erreurs, apprendre des choses que je n'aime pas, apprendre peu importe les insécurités que j'ai en tant qu'être humain, de un. Et d'autre part, je suis juste quelqu'un de vrai. Je suis rentrée dans le business de la musique à 26 ans. J'avais acquis une certaine maturité et j'avais vécu tellement de vie et traversé tellement à cet âge que je n'avais rien à prouver. Je n'ai toujours rien à prouver, je savais exactement qui j'étais. Je n'avais pas à aller en boîte et me montrer comme le mec le plus dur. Je pouvais dire au mec, désolé, j'ai marché sur ton pied. Et je me sentais pas en position d'infériorité, tu vois. Mais tu vois, juste être une personne fidèle à elle-même. Et tu sais, beaucoup d'erreurs proviennent de l'ego, de la fierté. Un ego ridicule et une surcompensation. Tu marches un peu comme ça. Mais qui se promène comme ça? C'est surcompensé à cause de certaines de ses insécurités, c'est tout. Il y a eu un moment clé pour moi où je me suis rendu compte que tout était construit sur un jeu de cartes, où j'ai réalisé que tout pouvait tenir qu'à une seule décision, d'avoir davantage de discipline quant à la direction dans laquelle j'allais. Il y a une superbe anecdote qui illustre cela. Alors je vais prendre le temps de vous la raconter parce que nous n'allons nulle part, n'est-ce pas? Il y a une anecdote où un jour, moi, Big et Tai Tai, nous sommes allés manger avec Big et D-Rock. Alors Big, D-Rock, moi et Tai Tai, nous sommes dans la voiture. Nous venons juste de finir de manger. Nous allons en boîte. Le club s'appelait Exit en ce temps-là. On arrive devant la boîte, Exit, on sort. On arrive, on sort. Et Big voit des gars devant. Et dit, mec, je ne vais pas aller là ce soir. Je me dis, Jean, quoi? Il dit, Jean, avec ces gars-là, je ne le sens pas ce soir. Alors, moi et Tai Tai, vous savez, nous venions d'arriver dans le milieu de la musique. On ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Nous pensions juste qu'il avait peur. Alors, on était choqués. En mode, laisse-nous descendre de cette voiture direct. Du coup, moi et Tai Tai, on descend de la voiture. On commence à parler sur le dos de Big. Et on se disait, Jean, mec, tu y crois, il a peur de ces mecs. Nous voulions prouver aux gars devant le club que nous n'avions pas peur. C'est pour ça qu'on a été dans la boîte. Big nous y a laissé pendant longtemps. J'ai pensé qu'il avait vraiment peur de ces mecs. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il avait un objectif plus grand que ça. Il savait où il allait. Il ne voulait pas faire face à des pécadilles. Il n'avait pas peur. Il se disait juste, pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que je me mets dans une telle position si je ne veux pas y être? Et je me suis dit que c'était un génie et je pense que ça m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne les tournées, vous êtes assez futé ou prenez assez de hauteur pour que cela ne vous dérange pas de partager l'affiche avec Eminem ou Bono. Oui, c'est amusant pour moi de 1. Et de 2, comme on disait au collège, 1 + 1 = 3 pour moi. Vous savez, je n'ai pas cet ego où je dois être le seul à payer l'addition, que je dois être le seul que les gens regardent. Je suis cool avec le fait de partager l'affiche avec d'autres artistes. Je l'ai fait toute ma carrière. Avant Eminem, avant Bono, c'était R. Kelly et 50 Cent ou DMX. C'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Je crois juste qu'il faut donner aux gens une meilleure expérience pour que quand ils quittent le concert, tout ce qu'ils veulent,
c'est revenir encore. Vous pouvez les avoir une première fois, mais si ce que vous apportez n'est pas incroyable et percutant, pourquoi ils reviendraient une deuxième fois? Je pense que beaucoup de gens font cette erreur. Quand ils sont en vogue, ils se vendent à tout prix, ils se bradent, ils se vendent sur le coup, ils vendent leur nom. J'appelle ça des choses qui brillent. Vous tombez amoureux des choses qui brillent, vous faites du bas de gamme sur le coup et quand les gens arrivent à votre concert, vous ne leur apportez pas une expérience inoubliable. Nous avons toujours voulu apporter de la valeur. Vous n'obtenez pas seulement Eminem, vous obtenez Eminem et Jay-Z. Vous n'obtenez pas seulement Bono, vous obtenez Bono et Jay-Z. Vous ne pouvez pas quitter le concert sans vous dire que c'est une expérience unique dans votre vie. Et à chaque fois, c'est ce que j'essaye de créer. Souvent, quand les gens étaient pauvres et qu'ils deviennent riches, ils disent toujours qu'ils ont peur de redevenir pauvres. Ça vous arrive? Vous savez, j'ai plus peur de ne pas progresser, faire marche arrière. J'aime progresser chaque année. Progresser moi-même spirituellement, mentalement, dans tous les domaines. J'aime progresser. J'ai plus peur de ne pas progresser que de perdre de l'argent. Comme je l'ai dit, je ne suis pas perdue sans argent. J'ai été riche, j'ai été pauvre, j'ai mangé mon pain noir. Ce sont les paroles d'une chanson. Vous savez, l'argent n'est qu'une conséquence. Et ça semble vraiment cliché, mais c'est vrai, c'est à vous de faire du bon boulot. Je pense que l'une des leçons les plus significatives pour moi serait simplement d'être en accord avec vous-même. Ça paraît simple à faire, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas simple à faire quand on voit toutes les pressions pour réussir et toutes les pressions pour, une fois que vous avez réussi, rester au top. Vous devez croire en vous et parfois, dans la plupart des cas, avoir une certaine naïveté vis-à-vis de qui vous êtes et de ce que vous voulez apporter dans le game. Utiliser l'expérience de mes amis et nos histoires ensemble et faire passer ça au niveau supérieur, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous ressentions et c'est pourquoi nous avons avancé. Et voilà comment cela nous a influencés et pourquoi nous avons continué à avancer et à faire ce que nous pensions qui devait être notre devoir à l'époque. J'essaie de trouver ma vérité, j'essaie d'exploiter ce qui est important pour moi tout en m'amusant. Vous n'avez pas toujours à porter cette responsabilité d'essayer d'être super à chaque seconde. Parfois, je veux juste être futile. Parfois, je veux juste me tromper. Parfois, je veux juste être provocateur. Vous savez, 99 problèmes. Je veux provoquer. Croire en soi et savoir qui vous êtes, c'est le fondement de toute réussite. À ce stade de ta carrière, qu'est-ce qui continue à raviver l'esprit de compétition en toi? Parce que j'ai ce sentiment que tu es toujours en compétition avec la nouvelle génération de rappeurs. Comme si tu as toujours envie d'être vu comme le meilleur de nos jours et pas seulement le plus grand de tous les temps. Peu importe le moment, je sens une certaine compétitivité. Comme si tu conserves cet esprit de compétition, que tu as envie de garder la flamme. Pourquoi est-ce que tu es toujours aussi compétitif? J'aime ce que je fais. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu veux être le meilleur. Tu sais, tu ne fais pas de la musique pour être le deuxième meilleur. Tu fais de la musique pour être le meilleur. Et quoi que tu fasses, cela va au-delà de la musique. Par exemple, toi, tu n'es pas assis en train de m'interviewer en essayant d'être le second Piers Morgan ou analyste ou Zaylon. Tu ne veux pas être, tu ne veux pas être le deuxième après Zaylon. Tu regardes Zaylon en mode, mec, tu te moques de moi. Mais dans le bon sens, vraiment dans le bon sens. Je veux dire, genre, tu te moques de moi, je fais encore mieux. Je suis dans le milieu depuis tellement longtemps, alors parfois, tu dois mettre tes statistiques de côté et rappeler aux gens que leur dernier son n'arrive même pas à la hauteur de ton premier album. C'est vraiment important pour moi. Nous sommes vraiment nombreux dans le game. Et les choses se font avec ou sans vous. Donc, fuck. C'est difficile de se démarquer. Tu vois ce que je veux dire? Et vous suffit de mettre de côté les statistiques et de rappeler aux gens que, hey, je suis l'un des meilleurs. Alors j'espère que cette
L'endroit où vous grandissez représente vos racines, tout ce que vous êtes. Je suis un enfant du ghetto de Marcy Project à Brooklyn, et cela a fait de moi précisément ce que je suis. Tout un chacun doit se découvrir en grandissant, et bien sûr, suivre la voie qu'il a choisie. Et cela dépend beaucoup de l'environnement où vous avez grandi. Et ce que vous faites ou ce que vous ressentez que vous avez besoin de faire pour survivre. En grandissant, vous ne comprenez pas la dangerosité de l'environnement dans lequel vous vivez, jusqu'à ce que vous en sortiez.